Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment d'être là. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci pour les étudiants de l'ARBA, pour les étudiants qui viennent de l'extérieur, pour les amis, les collègues, pour toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui. Je voudrais donc, mon nom est Christine Bluard, je suis directrice de l'ARBA depuis 1 mois et demi maintenant, donc c'est tout nouveau pour moi. C'est un exercice assez nouveau et périlleux, mais joyeux aussi, et je suis vraiment très heureuse de vous accueillir ici et pour cette journée qui promet d'être à la fois intéressante, dense et pleine de rencontres. Donc, je voulais vraiment, je ne vais pas du tout prendre la parole longuement, je voulais juste donner le mot d'accueil d'une part et également remercier de tout cœur les personnes qui sont à la source de cette organisation. Donc, un grand merci à Lucie pour le secrétaire général du pôle, et merci pour cette organisation. Merci infiniment à Ségolène que j'ai vu passer. Voilà. Je voudrais remercier énormément Clémence qui vient de rentrer, et donc j'en profite. Clémence de Troyes qui s'est occupée de l'organisation ici en interne à l'ARBA. Et merci également à Nathalie Poisson qui va faire la modération. Et puis un tout grand merci à Pauline Azigiorgio qui est chez nous ici au niveau de l'école et de l'Académie des Beaux-Arts, la personne qui chapeaute le cours de formation professionnelle, enfin en tous les cas de professionnalisation au niveau des étudiants. Le sujet qui est abordé aujourd'hui et le thème général de la journée est vraiment, nous concerne tous et toutes. Donc voilà, je vous souhaite vraiment, et très important pour nous, donc je vous souhaite des travaux très fructueux. À bientôt. Merci Christine. Donc bienvenue effectivement à toutes et tous. Vous êtes très nombreux en fait en cette nouvelle édition, 300 inscrits, aujourd'hui répartis pour la plénière de ce matin dans 4 salles. Je me présente donc Lucie Orbi, je suis la secrétaire générale de 50 degrés Nord, 3 degrés, ce qui est le pôle art visuel Hauts-de-France et territoires transfrontaliers. 50 degrés Nord, 3 degrés Est, c'est une organisation professionnelle qui fédère aujourd'hui plus de 120 professionnels et étudiants exerçant leur activité dans les arts plastiques et le design en région Hauts-de-France et Fédération Wallonie-Bruxelles. Le pôle a pour objectif d'améliorer vos conditions d'exercice et de vie, notamment par le développement des coopérations, l'évolution des pratiques professionnelles et la défense des acteurs. Dans ce cadre, nous organisons depuis 2013 des rencontres professionnelles franco-belges tous les 2 ans, dont l'objectif principal est de pouvoir, en une journée, vous informer sur les réglementations en vigueur, les pratiques en devenir et les mobilisations en cours. Cette année, l'actualité politique, sociale et environnementale qui nous traverse nous amène à penser la création comme élément moteur des transitions vers des pratiques professionnelles plus durables. Cette journée est aussi le moment d'aller à la rencontre des acteurs. Plus de 50 professionnels représentant 37 organismes de gestion, lieux de formation, structures culturelles, artistes, collectivités territoriales en France et en Belgique seront présents tout au long de cette journée. La ressource ne s'arrête pas là. Vous avez toutes et tous récupéré de la documentation. Hop, ceci. Et donc parmi celles-ci, vous retrouverez effectivement la carte que je viens de vous présenter. Donc il y a une carte qui s'appelle Artist Kit. Il s'agit d'un guide de conseils et de bonnes pratiques utiles en début de carrière. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil et à poursuivre son utilisation lorsque le moment sera venu, notamment pour toutes celles et ceux qui sont encore aujourd'hui en formation. Cette journée a été réalisée par un comité de pilotage qui vous sera présenté par Nathalie Poisson-Cogé, modératrice effectivement de la matinée, que je remercie tout particulièrement au titre de son engagement en tant qu'administratrice du pôle.
Cette journée n'aurait également pas pu se faire sans le soutien de l'ARBA, que je tiens tout particulièrement à remercier aujourd'hui en tant que partenaire opérationnel du pôle dans cette journée et toute son équipe. Et bien évidemment sans le soutien de nos partenaires financiers que je dois citer, donc la région Hauts-de-France, le département du Nord et tout particulièrement dans le cadre de cette journée, la DRAC Hauts-de-France, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Métropole européenne de Lille et les 2 sociétés sœurs en France et en Belgique que sont l'ADAGP et la SOFAM, qui sont les organismes de gestion collective des droits d'auteur. Enfin, je tiens tout particulièrement à mettre à l'honneur Ségolène Gabriel, notre coordinatrice de talent au sein de notre petite équipe. Donc bravo Ségolène pour la réussite de cette journée. N'hésitez pas à passer à notre stand cet après-midi afin que nous puissions justement vous présenter plus en détail le projet du pôle et pourquoi pas y adhérer. Si vous n'avez pas le temps de venir jusqu'à nous, n'hésitez pas à vous inscrire justement à notre newsletter puisque de nombreux événements auront lieu prochainement d'ici cette fin d'année. Je transmets sans attendre la parole à Nathalie Poisson-Cogé pour l'introduction de cette matinée. Pauline. Oui. Bonjour, merci. Oui, il semblait en effet quand même nécessaire de profiter de ce moment si joyeux, effectivement, et nombreux de vous accueillir pour donner quand même quelques mots d'introduction, 5 minutes, sur le cours d'insertion socio-professionnelle qui est ici donné à l'ARBA. Vous dire qu'en fait, c'est un cours qui se donne en Master 1 et en Master 2. Moi, je dispense le cours en Master 1, qui a vu quelques modifications ces dernières années. Alors, on parle toujours de quelque part, donc ma position dans ce cours, donc en tant qu'enseignante, je suis formée en histoire de l'art. J'enseigne un cours d'histoire de l'art contemporain avec une spécialisation en actualité de l'exposition, étant moi-même commissaire d'exposition. Et donc, le cours de pratique socio-professionnelle part évidemment de mon expérience, mais qui est à ce titre assez pluriel, puisque j'ai l'occasion donc de travailler sous différents statuts, à la fois freelance dans des grandes institutions, et je suis aussi à l'initiative avec un collectif d'une organisation locale, d'une ASBL. J'enseigne donc ici et je suis aussi dans tout un certain nombre de réseaux, notamment à la Commission des arts plastiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles, etc. Donc de par ma position à la fois d'entrée théorique et d'expérience depuis une bonne dizaine d'années dans le secteur en Belgique, ça m'a donné quand même quelques perspectives pour aborder ce cours. Le cours, en fait, propose donc aux étudiants de Master 1 réunis, c'est-à-dire 17 départements à l'ARBA, une centaine d'étudiants, donc des formations extrêmement diverses, des bagages très divers, des origines aussi très variées. Il se donne en auditoire, ici. Et donc, l'enjeu principal de ce cours en Master 1, d'abord, c'est de répondre aux demandes, évidemment. Premier cours, c'est qu'est-ce qu'on attend quand on est étudiante en Master 1, ici, de ce cours. Très rapidement, évidemment, les premières demandes, les premiers enjeux que vous allez sans aucun doute identifier très rapidement émergent. Et le choix qui a été fait, donc je donne ce cours depuis 5 ans, progressivement, je l'ai de plus en plus orienté vers ce que dans d'autres écoles on a appelé des autodéfenses ou en tout cas introduction citoyenne. C'est-à-dire qu'on se rend compte en fait très rapidement qu'avant d'engager ces questions de professionnalisation en tant qu'artiste, créatrice, se posent en fait toutes des grandes questions plus générales sur le secteur professionnel belge. Je dis belge parce qu'on est ici, mais en général, donc sous quel statut on travaille, comment fonctionnent même les politiques culturelles en Belgique, quels sont, vous savez, notre millefeuille institutionnel, donc comment s'opèrent les compétences culturelles aux différents niveaux de pouvoir, quelles sont toutes les possibilités de subventions notamment. Et donc voilà, le cours propose une série comme ça de modules spécifiques pour introduire à ces différents enjeux. Alors, ce qui est aussi un angle quand même qui
qui se manifeste de plus en plus clairement au fur et à mesure des années, c'est que le cours de professionnalisation en école d'art est aussi un terrain glissant. C'est-à-dire que dès qu'on entre dans ces questionnements institutionnels, subventions, on touche évidemment à des enjeux économiques et aussi à une certaine manière de concevoir la pratique artistique et la notion de vivre de son art. J'imagine aussi que ça va être bien traité lors de cette journée. Et donc, il y a vraiment un terrain là qui peut être à risque si on se limite à approcher un cours de professionnalisation sur comment y arriver ou comment remplir un bon dossier, comment faire un bon portfolio, puisqu'on se rend compte qu'on tombe très vite dans une logique très instrumentale, très néolibérale, une logique de compétition, une logique aussi d'anticiper les attentes d'un jury, d'une commission, etc. Et donc, il y a vraiment un enjeu, je pense, en tout cas en Master 1, c'est vraiment le focus qu'on essaye en tout cas de déployer, c'est à la fois évidemment d'informer, de donner une boîte à outils avec toute une série d'éléments très concrets, de renvoyer vers toute une série d'opérateurs, d'associations comme 50 degrés Nord, évidemment, l'Atelier des droits sociaux, l'ASBL, je ne peux pas les nommer tous, mais donc de pouvoir cartographier comme ça tous les lieux qui sont là, qui ont des compétences et qui sont là pour épauler toute une série de questions juridiques, sociales, etc. Et aussi d'amener un enjeu de réflexion théorique ou en tout cas critique sur ces modèles de fonctionnement lorsqu'il s'agit notamment des enjeux de subventions en particulier. Et alors, je voulais rapidement terminer, parce que c'est vraiment juste une très brève introduction sur l'évaluation, puisque qui dit cours dit évaluation, on ne peut pas y échapper. Ces dernières années, ce qui a été mis en place, qui a l'air plutôt efficace, en tout cas dont les retours sont assez positifs, c'est l'évaluation est menée par un travail de groupe. Donc les étudiantes travaillent, forment un groupe au choix de 4-5 étudiantes pour aller à la rencontre d'un, là je mets des gros guillemets, professionnel d'un secteur du choix, et pour mener un entretien d'une 20aine de pages, un long entretien, donc un échange oral qui est retranscrit pour l'examen et qui vise à interroger à la fois l'économie de la pratique, comme on dit, et les enjeux de la pratique. Donc de discuter avec cette personne d'un parcours, d'un mode, comment chacune fonctionne, comment il ou elle s'en sort. Et ça nous donne comme ça déjà un premier rapport en fait très concret avec une personnalité dite professionnelle sans aucune balise. Je ne dis pas qu'il faut ou pas vivre de son art. Tout ça, je mets des guillemets gigantesques, évidemment, comme je pense vous en doutez. Mais donc voilà, d'amener vraiment une première rencontre sur de terrain à travers la pratique. Donc le focus est vraiment mis sur les enjeux de la pratique. Les questions évidemment politiques aussi sont au cœur de ce travail. Voilà, le cours se donne au 2e quadrimestre. Avec moi, c'est pour les Master 1, et puis en Master, donc tous en auditoire. Et puis en Master 2, là, le fonctionnement fonctionne plutôt par groupe séminaire, qui sont regroupés par différents départements. Donc, je le redis, 17 départements, une centaine d'étudiants, c'est quand même évidemment des perspectives, des systèmes concrets très divers, et puis évidemment une fluidité. On est tous très mobiles, de plus en plus mobiles entre les différents secteurs, différents métiers, statuts, etc. Donc l'objectif est vraiment de donner évidemment une série de clés, de préparer, de prévenir aussi, et aussi d'essayer, tout en prenant bien conscience que ça reste toujours quand même très abstrait, puisqu'on donne des informations pour des secteurs auxquels les étudiants et étudiantes ne sont... Certains en font déjà partie, mais n'y sont pas encore tout à fait vraiment. Donc c'est à la fois très concret, très informatif, mais en même temps, on sent bien qu'il y a, et à raison, une distance inévitable entre ce qui se dit ici et puis ce qui va se passer ou ce qui se passe déjà à l'extérieur. Voilà. Merci. Et je passe donc la parole à la table ronde. Merci. Ça fonctionne? 1, 2. Oui, vous m'entendez? Voilà, très bien.
Merci Pauline pour finalement ce qui peut servir aussi d'introduction à toutes ces pistes de réflexion que nous allons développer au cours de cette journée. Je suis désolée, là on a un petit problème technique, mais l'ordinateur n'a plus de batterie, donc Ségolène est en train de le récupérer pour qu'on puisse remettre le diaporama pour suivre les différents éléments, mais je vais néanmoins démarrer. Donc effectivement, cette journée que nous avons co-organisée avec le réseau 50 degrés Nord et des partenaires extérieurs est le fruit d'un travail collectif. Il se trouve que je me retrouve à assurer la modération, mais je suis portée par l'ensemble des personnes qui ont pu préparer cette journée que je vais citer donc rapidement. Il y a Ruchi Anatkat qui est artiste et enseignante à l'école des beaux-arts de Dunkerque et Tourcoing. Elisabeth Bérard et Cathy Crochemar de la Malterie Art Visuel à Lille, centre ressources. Aurore Dupont, Fructose, qui est installée à Dunkerque, un lieu à la fois de résidence d'artistes, de projets, mais aussi d'accompagnement à la professionnalisation. Kate Main pour la SOFAM, qui doit être dans l'Assemblée, voilà. Jean Pomerol, qui est artiste, membre du réseau. Michel Vibert pour le Frénois Studio National des Arts Contemporains et Pascal Viscardi de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je ne l'ai pas vue ce matin, mais elle doit être aussi dans l'Assemblée. Voilà, donc ça fait plus d'une année qu'on prépare cette journée de rencontre qui a lieu tous les 2 ans, de manière à pouvoir répondre aux questionnements, aux attentes, en priorité aux étudiants, étudiantes, de nos établissements respectifs, à la fois en France et en Belgique, mais aussi aux jeunes artistes autoristes qui se développent leur activité depuis plus ou moins longtemps, donc qui ont souvent des questions aussi au moment où ils sont justement mis en œuvre dans cette opérabilité de leurs activités. Et puis également les professionnels, ils sont nombreux aussi dans la salle, qui accompagnent aussi les artistes et qui aussi ont cette nécessité de se mettre à jour, d'être en veille sur l'évolution, et on verra qu'il y a des évolutions au fur et à mesure des enjeux économiques et professionnels pour les artistes, et donc c'est toujours important aussi pour cet ensemble de professionnels de se tenir en alerte. Et voilà, donc c'est un peu la communauté que nous formons aujourd'hui pour passer cette journée ensemble, cette journée qui se déroule en 2 temps. Ce matin, nous avons cette plénière avec 2 tables rondes qui vont répondre, on l'espère, à un certain nombre de questionnements. Et puis cet après-midi, en début d'après-midi, il y a 2 propositions sur 2 modèles différents. Il y a le forum, vous avez peut-être vu en arrivant que dans la salle, il y avait une série de tables installées où vous pourrez vraiment aller discuter avec les professionnels qui ont répondu à notre invitation et qui seront à votre disposition pour des échanges plus ou moins longs. Ça va s'organiser de manière informelle, mais ça pourra aussi éclairer sans doute vos parcours et vos questionnements. Et puis, il y a des points flash aussi. Alors, je vais essayer de brancher l'ordinateur, ça me permettra de vous les présenter davantage. Je pense que je dois avoir le câble là-dedans. Alors. C'est pas mon ordinateur, c'est pas ce truc-là? Ah oui, je ne sais pas. Il est là. C'est pour brancher l'ordi c'est pour le mettre lui remettre du jus, parce qu'il a plus de jus. Mais si, non, là, il a du jus, là. Il a du jus? Mais alors pourquoi il s'éteint? Il s'est mis en veille? Ah d'accord, il s'est juste mis en veille. Alors excusez-moi, c'est pas mon ordinateur. Ah ouais, et ben voilà, il faut un mot de passe et je n'ai pas le mot de passe. C'est un ordinateur de l'Arba apparemment. Ah mais voilà, c'est revenu. Oh merci. Merci Boris, c'est magique. Désolée. Voilà. Donc j'en étais là, donc je vais passer. Pas très bien sécurisé visiblement. Voilà, donc on retrouve la liste des membres du comité de pilotage de cette journée. Je remercie encore toutes les personnes qui y ont participé. Voilà, j'étais en train de vous parler un peu de l'organisation de cet après-midi avec les infos flash
que vous pourrez retrouver. Donc, je pense que vous les avez aussi dans le programme qui vous a été remis, donc, qui permettra d'approfondir justement certains points qu'on va aborder ce matin. Et certains des interlocuteurs des tables rondes seront aussi présents dans ces infos flash. Et puis, voilà, le forum de rencontre avec l'ensemble des structures qui seront installées sur les stands, donc 50 degrés nord, 3 degrés est, la DAGP, l'AFDAS, Art Connexion, le BAO, le BIGE, le Centre d'art 40 mètres cubes, le CNAP, l'Espace Croisé, la Fondation Menant, la Fédération Wallonie-Bruxelles, Fructose, IL, ISELP, la Centrale, la Maison, la Malterie, Art Visuel, MAZ, le Fresnois Studio National des Arts Contemporains, POELP, Polaris, la SMART, la SOFAM, le TAMAT, voilà, et la ville de Lille. Donc vous voyez, vous avez de quoi faire de multiples rencontres qui permettront voilà, de découvrir ces structures. Donc certains font de l'accompagnement, certains font de la programmation, de la diffusion, de la résidence. Enfin, voilà, il y a des typologies à la fois riches et variées. Pauline vous a dit que c'était un écosystème assez complexe, l'écosystème des arts visuels. Et donc ça vous permet d'avoir déjà un panorama et voilà, d'envisager un petit peu, de voir comment vous pourrez vous inscrire dans ce panorama. Alors venons-en aux tables rondes. On les a découpées en deux séquences. Il y a une table ronde numéro 1 et une table ronde numéro 2. La première table ronde va plutôt interroger la question du statut de l'artiste d'un point de vue vraiment administratif et social, on va dire. On ne va pas rentrer dans les détails, on s'est mis d'accord avec nos interlocuteurs et interlocutrices voilà, pour ne pas rentrer trop dans le détail, mais pour vous donner les grands enjeux et voilà, essayer de vous aiguiller un petit peu dans ce panorama. Et pour illustrer aussi ces enjeux et ces éléments, eh bien, on a proposé à Clara Tomine, qui est artiste et qui, elle, le vit vraiment, eh bien, comment ça se passe. Voilà, on aura un témoignage de Clara. Et la deuxième table ronde sera plutôt consacrée aux modalités de production et de diffusion avec cet enjeu de durabilité que Lucie a évoqué, qui traverse les questionnements sociétaux actuels. Je rappelle que c'est la COP29 en ce moment même. Et que voilà, il y a des vrais enjeux que nous partageons, voilà, et dans lesquels l'art peut effectivement s'inscrire, comme l'a mentionné Lucie. Donc on commence par cette première table ronde sur le statut de l'artiste, et on l'a vraiment introduit sous forme plutôt de questions. Qu'est-ce que c'est exactement un statut de l'artiste? Est-ce que artiste est un métier? Où en sommes-nous et où allons-nous? Puisqu'on a vu que c'était des éléments qui sont évolutifs et voilà, qui évoluent. Alors, ce qui est intéressant, on aura le témoignage de Clara là-dessus, qui parfois évolue grâce aussi au mouvement et à l'organisation des acteurs eux-mêmes, des gens qui sont sur le terrain et qui vivent la situation et qui disent à un moment, finalement, les lois où les structurations ne sont pas forcément adéquates avec la réalité du terrain. Et donc, on va aussi voir comment ça rejoint aussi des enjeux finalement politiques, évidemment. Alors, pour ce faire, nous avons proposé à Anne-Catherine Lacroix, qui est juriste à l'Atelier des droits sociaux, une ASBL donc située en Belgique, et à Docker, qui est aussi une autre ASBL, d'intervenir. Clara Tomine, qui est... alors là, on a mis artiste belge, mais en sachant que Clara a fait aussi ses études en France. Et donc, ça va être intéressant parce qu'on est conscient aussi que dans l'Assemblée, voilà, en fonction de l'endroit où sont vos pieds, de quel côté de la frontière, en sachant que souvent, il y a aussi des circulations assez fréquentes puisque nous sommes vraiment voisins. Voilà, on va voir comment il y a des enjeux qui sont peut-être spécifiques à chacun des deux territoires, en France et en Belgique, mais aussi comment il y a des transversalités possibles. Voilà, donc ce que je propose, c'est peut-être que Anne-Catherine, vous puissiez... pardon, et j'ai oublié de citer Boris. Pardon, excusez-moi. Et donc, il y a Boris Minot, directeur de mission artiste-auteur, diffuseur à l'IRSAF. Alors, je vais le redire comme on le dit dans le secteur, IRSAF Limousin, parce que on en a parlé un peu en préparant cette journée. C'est l'appellation qu'on donne dans le secteur URSAF Limousin. Mais effectivement, c'est la Caisse nationale voilà, qui chapeaute. Et on vous expliquera pourquoi ça s'appelle URSAF Limousin, pour ceux qui ne savent pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Voilà, donc Boris Minot qui sera aussi présent cet après-midi au forum.
Donc, je propose de commencer par Anne-Catherine pour que vous puissiez un peu nous expliquer, puisqu'il se trouve qu'il y a une loi qui a été mise en place en janvier 2024 et qui induit un changement, enfin une nouvelle manière d'aborder cette question du statut d'artiste en Belgique. Bonjour. Donc oui, effectivement, il y a eu un gros changement là en janvier 2024, mais qui était amorcé depuis octobre 2022. Donc simplement, la machine est en route maintenant définitivement. Qu'est-ce que ça dit, ce changement? C'est qu'il y a... Il y a un bruit, non? Un peu d'écho. Ouais, peut-être que j'ai de l'écho. C'est embêtant. Ah, c'est mieux maintenant? Ah, voilà, ok. Non, ça continue. Ça continue. Ouais, je sais pas. Oui, c'est allumé. Non, ça c'est une lumière. Bon, on va voir. Ça ressemble à une lumière. Peut-être le micro qui est à côté de vous. Voilà. Comme ça, c'est mieux? Oui? Tu veux essayer celui-là? Ça commence bien cette histoire. C'était ça. C'est vrai. Mais je vais pas parler comme ça. Mais on échange de place. C'est ça. Mais est-ce qu'on entend mieux ou non, c'est pareil? C'est bon? Allez, hop. Bon, on va essayer comme ça de toute façon. Donc, pour vous brosser le tableau de manière très très générale, puisqu'on est ici pour 1 heure, donc je ne vais pas rentrer dans des détails techniques du tout. En Belgique, quand on exerce son métier et qu'on a une activité artistique, on peut l'exercer sous le statut de l'indépendant, sous le statut de salarié ou sous le statut de fonctionnaire. Tout va dépendre des conditions de travail dans lesquelles on est. Par contre, depuis janvier 2024, on a une commission d'experts, une commission administrative d'experts qui s'est mise sur pied, qui s'appelle la Commission du travail des arts. Et cette commission octroie des attestations de travail des arts qui reconnaissent finalement qui est considéré comme professionnel dans le secteur des arts. Et à partir du moment où on est considéré comme professionnel dans le secteur des arts, on peut avoir accès à des règles particulières en matière de sécurité sociale, selon que l'on décide de travailler sous le statut d'indépendant ou selon que l'on décide de travailler sous le statut de salarié. Et donc ce qu'on appelle depuis toujours en Belgique le statut de l'artiste, et qu'on appelait d'ailleurs avant le mal nommé statut de l'artiste, puisque ce n'est pas un statut, c'était une allocation de chômage spécifique pour certains métiers artistiques ou techniques. Aujourd'hui, avec cette réforme, on n'a plus une allocation de chômage spécifique pour des métiers artistiques ou techniques. On a une allocation de travail des arts pour toute personne reconnue, professionnelle dans le secteur des arts, pour autant évidemment qu'elle réponde à des conditions d'accès aussi au niveau de l'ONEM, qui est l'organisme qui gère l'assurance chômage en Belgique. Et c'est une des grandes différences avec la France, je pense que Boris en parlera, c'est que par exemple en Belgique, on peut être auteur et assujettir ses revenus au salariat et donc percevoir une allocation de travail des arts à charge de l'assurance chômage. Je pense que ce n'est pas la même chose. Voilà, c'est ça. Donc ici, en tant que Belge, moi j'entends souvent parler en France du régime des auteurs. Pardon. C'est encore un problème technique, mais il faut savoir que c'est rediffusé dans une autre salle, donc il faut parler un peu plus près. Ah, pardon. Ça, Ségolène. Et parler Voilà. plus près pour que ça puisse être retransmis dans les autres salles. Donc je voulais juste dire, pour terminer de brosser ce tableau, c'est que du point de vue de la Belgique, quand on regarde en France, on va entendre parler du régime des intermittents et du régime des auteurs. Ici, on n'est pas du tout là-dedans. On a une allocation de travail des arts à charge de l'assurance chômage pour toute personne qui va être reconnue professionnelle dans le secteur, mais qui, évidemment, remplira des conditions d'accès auprès de l'assurance chômage pour percevoir cette allocation spécifique dans les périodes où elle n'a pas d'emploi. Voilà. Ça, c'est le régime de manière très résumée. Merci. Du côté de la France, Boris, comment on peut se situer par rapport à la situation actuelle? Est-ce que je vais... Oui, je crois que ça y est, j'ai réussi à l'allumer. D'abord, merci pour l'invitation. Déjà, parce que ça nous a permis de franchir une frontière, ce qui est assez rare quand on travaille à l'URSSAF.
Et finalement, c'est vrai que c'est assez original ce que vous avez fait, finalement, de s'intéresser à la comparaison entre deux pays sur les droits sociaux, parce que c'est vrai que malgré l'intégration européenne et la mobilité des travailleurs qui est forte, le droit social reste un domaine assez peu communautarisé, enfin, où le droit européen, finalement, c'est peu immiscé et très propre à chaque pays. Et en même temps, on voit bien que dans des territoires comme les vôtres, il y a des enjeux de domiciliation finalement de son activité, des territoires frontaliers où il y a une forte mobilité d'un territoire à l'autre. Et puis en plus, l'artiste, sa particularité, c'est aussi que l'art, il a plutôt une vocation universelle, particulièrement dans votre domaine de création. On ne crée pas forcément que pour un public national, et on va espérer aussi en tirer des revenus qui peuvent largement outrepasser le cadre national dans lequel on se situe. Et en même temps, c'est vrai que du point de vue de la réglementation, on va être amené à se domicilier dans un territoire dans lequel auquel on se rattache pour payer ces cotisations sociales. Alors sur le système français, c'est vrai qu'il y a une distinction forte entre les artistes interprètes, qui relèvent du domaine du salariat, et sur lequel il y a ce régime particulier d'assurance chômage dit des intermittents du spectacle. Donc nous, ici, sur mon activité, ce qui est rattaché à l'URSSAF artiste-auteur, l'URSSAF artiste-auteur ne va pas du tout s'intéresser à la partie interprète. Pour nous, en France, les interprètes, c'est vraiment des salariés qui sont déclarés par leurs employeurs avec un régime spécifique d'assurance chômage qui leur est propre. Mais quand on parle des artistes-auteurs à l'URSSAF, on s'adresse vraiment à ce qu'on classe dans le domaine de la création originale et pas celui d'interprétariat. Alors, en fait, en réalité, il y a beaucoup de gens qui ont les deux casquettes, hein, parce qu'un compositeur de musique, ou l'auteur de textes de chansons, il peut aussi parfois, souvent, être aussi interprète. Mais voilà, on classe dans ce régime artiste-auteur les auteurs de création d'œuvres originales, soit auteurs de textes, auteurs de compositions musicales, auteurs d'œuvres plastiques ou auteurs d'œuvres graphiques. Et en France, le statut des artistes-auteurs, pour rentrer dans ce régime, ce statut, il faut exercer en tant que non-salarié. Ça doit être une activité indépendante. Donc si vous êtes... c'est vrai qu'il peut y avoir des graphistes ou des designers qui peuvent qui peuvent finalement avoir une activité artistique, mais qui va s'inscrire dans le régime du salariat chez un employeur. Dans ce cas-là, ils ne seront pas inscrits comme artistes-auteurs à l'URSSAF. Il faut vraiment que ce soit une activité indépendante. Donc ça, c'est une distinction importante entre ces deux périmètres bien séparés chez nous. Vous voulez que je poursuive un petit peu sur la présentation du statut en France donc en France, donc comme en Belgique, les artistes-auteurs ont une protection sociale. Alors ça peut paraître évident, mais finalement, c'est une création alors qui n'est pas arrivé tout de suite au moment de la création de la sécurité sociale. C'est quelque chose qui est plutôt émergé dans les années 60-70, parce que finalement, le droit d'auteur qui s'attache à l'auteur, c'est plutôt un droit patrimonial d'un point de vue juridique. Donc on aurait pu considérer que l'auteur, il est le rentier de ses œuvres. Et qu'un rentier, finalement, ça ne cotise pas à la sécurité sociale, ça vide ses rentes, et ça n'est pas assimilé à un travailleur. Assez vite, on a fait un choix politique différent, et finalement d'assimiler les auteurs, les créateurs d'œuvres à des travailleurs, et donc de dire que ces revenus de vente, le revenu tiré de la vente d'une œuvre originale ou du droit d'auteur, c'est-à-dire le droit de reproduction, le droit de diffusion de l'œuvre, c'était un revenu du travail, un revenu d'activité, qui devait donc être soumis à cotisation sociale, mais surtout qui devait créer des droits sociaux, parce que si vous cotisez, c'est bien pour vous ouvrir des droits. Donc, après, l'autre particularité, c'est que les auteurs, les artistes-auteurs, bien qu'ils soient indépendants, qui ne s'inscrivent pas dans le salariat, le choix politique qui a été fait aussi, c'est de leur ouvrir les droits qui sont ceux des salariés, d'un régime qui est plutôt plus favorable que le régime classique des indépendants. C'est pour ça qu'en fait, vous êtes des travailleurs non salariés, mais en même temps, vous n'êtes pas dans le régime des travailleurs indépendants, qui est, en fait, en termes de couverture sociale, plutôt historiquement, moins favorable. Donc vous allez avoir les mêmes droits que des salariés, à ceci près que vous n'avez pas de droit au chômage.
Vous n'avez pas non plus de cotisation pour le chômage, mais pas de droit au chômage. En revanche, vous avez des droits à indemnité journalière quand vous êtes malade. Ça, c'est une grosse distinction, par exemple, par rapport aux indépendants. Pour les femmes, par exemple, vous avez droit aussi à un congé maternité, congé paternité aussi pour les pères. Donc ça, c'est un des points particuliers du régime. Une des autres adaptations pour tenir compte de la très grande variabilité des revenus des auteurs. Alors là, aujourd'hui, bon, je m'adresse à un public d'étudiants, donc je ne vais pas vous parler tout de suite, mais sur les droits à retraite. Mais un jour, vous vous direz finalement c'était utile, mais c'est vrai que c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on veut démarrer une activité artistique. Déjà, on pense pas forcément. On a envie de créer des œuvres et de trouver un public. L'URSSAF, c'est plutôt, je pense, une externalité un peu négative du fait de s'inscrire dans une activité économique, hein, mais bon, c'est plutôt une contrainte. Je pense que c'est plutôt vécu comme ça. Mais pour la retraite, vous avez la possibilité, en fait, quand vous avez des revenus très faibles sur une année, de cotiser volontairement sur une base forfaitaire qui est égale à 600 fois le SMIC horaire. Bon, après, vous pourrez retrouver la documentation sur saf.fr, les montants exacts. On va dire c'est une cotisation forfaitaire. Alors, quand on n'a pas de revenus, ça peut paraître un peu élevé, mais ça permet de valider 4 trimestres de retraite, donc une année de droit à retraite, pour une somme qui est quand même très faible par rapport à ce qui peut être proposé dans d'autres secteurs. Si vous voulez racheter des trimestres quand vous êtes étudiant, par exemple, ça coûte beaucoup plus cher que 4 trimestres, que la possibilité de surcotisation dans le régime d'artiste-auteur. Et ça, c'est aussi un point favorable de la réglementation pour tenir compte de cette grande variabilité des revenus et du fait que pendant certaines années, on peut travailler sans générer de revenus artistiques. Peut-être je vous laisse la parole après si vous voulez commencer à exposer. Oui, mais merci Boris. Donc effectivement, il s'agit de rendre cette externalité négative plus fluide et plus accessible. Enfin voilà, pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc on ne va pas forcément rentrer. Enfin là, on vous a cité quelques chiffres hein, pour vous donner un peu ces modes de calcul, etc. On ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais c'est pour vous donner un peu un aperçu, surtout de vos droits, mais aussi de vos obligations. C'est-à-dire que c'est vraiment toujours à double tranchant. C'est-à-dire que nous avons des droits, mais aussi des obligations, et c'est de saisir un peu tout ça. Donc, je ne sais pas si, Anne-Catherine, tu veux poursuivre un petit peu. Je voulais juste rajouter une petite chose. Quand je dis qu'en Belgique, les auteurs peuvent assujettir leurs revenus au salariat et donc prétendre à une protection de l'assurance chômage via l'allocation de travail des arts, ce n'est pas tous les revenus. C'est-à-dire que les droits d'auteur, ce n'est pas possible, mais justement, parce qu'on en parlait, tout ce qui est vente d'œuvres, ce sont des revenus qu'on peut assujettir au salariat via une espèce de pirouette juridique de sécurité sociale en Belgique, pour autant qu'on passe par une structure intermédiaire qui permet alors finalement d'être mis sous contrat via une facturation de vente. Mais donc ce ne sont jamais les droits, mais ce sont par exemple les revenus issus d'une vente d'œuvres. Voilà, tout simplement. Comme ça, les choses sont plus précises. Peut-être qu'on peut passer la parole à Clara, qui a eu un parcours. Donc, Clara a fait des études à la fois en France et en Belgique, hein, aux Beaux-Arts de Nancy et puis à l'ERG. Et Clara, tu as choisi de t'installer socialement et fiscalement en Belgique, hein, puisque c'est un choix qu'il faut opérer, comme l'expliquait Boris. Hein, on rêve d'un statut européen, mais pour l'instant, le travail n'est pas encore terminé. Mais en tout cas, voilà, comment tu as opéré ce choix et quelles sont les étapes et les difficultés peut-être que tu as rencontrées aussi? Oui, je ne sais pas s'il faut espérer un statut européen. Ça, c'est encore... Je ne peux pas m'associer à cette... Mais oui, effectivement, c'est différent. La France et la Belgique, c'est un choix, c'est un demi-choix, puisque j'ai surtout décidé d'habiter ici et de rester vivre ici. Et en fait, on n'a quand même pas complètement le choix. On ne peut pas vivre en Belgique et décider de se déclarer en France. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi quand même. Hein. J'ai pas comparé les statuts sociaux en me disant je vais m'installer en France, c'est plus avantageux, en Belgique, c'est plus avantageux.
parce que dans la vie, souvent, ça ne se passe pas comme ça. On se plaît bien quelque part et puis on se fait un petit peu aux statuts sociaux qui sont là. Donc, il ne faut pas trop exagérer les choix que j'ai faits. Voilà. Mais donc, oui, je me suis installée en Belgique, mais je n'avais pas vraiment de statut social en France. Je n'ai jamais vraiment eu d'existence sociale en France. Enfin, je veux dire, j'étais étudiante et je suis partie avant 20 ans. Et j'ai pas vécu j'ai pas cotisé un seul trimestre ou je ne sais quoi. Je pense quand je suis partie que j'étais encore sur la carte de sécurité sociale de ma mère, quoi. Donc j'ai pas vécu de grand, je sais pas bien comment ça fonctionne en France. Et du coup, quand je me suis installée en Belgique, alors j'ai tout de suite à l'ERG et ensuite appris comment fonctionnait le système qui a changé depuis. Et voilà comment j'ai choisi. Après, ce que je peux peut-être... J'ai pris quelques notes sur plein de toutes petites choses. Ce qu'il faut quand même sentir, c'est déjà que cette nouvelle loi qui a changé et que vient d'expliquer Anne-Catherine produit un énorme changement pour nous. C'est que maintenant, on a plus facilement, en tant que plasticienne, accès, voire carrément, on a accès, alors qu'avant, on n'avait pas du tout accès. Pas parce qu'on n'était pas considérés comme des artistes ou je ne sais pas quoi, mais parce qu'il fallait, c'était plus proche du régime d'intermittent en France, et il fallait, pour accéder à ce revenu de remplacement, justifier de budget de salariat et enfin, en tout cas, de gagner beaucoup d'argent, ce qui n'était jamais le cas chez les plasticiens et plasticiennes. Et là, maintenant, comme il faut moins gagner d'argent et qu'il y a plutôt des gens qui regardent si on est artiste ou pas, là, d'un coup, c'est plus difficile de dire machin qui fait plein d'expos partout n'est pas artiste alors qu'il ne gagne pas d'argent. Voilà, donc c'est un truc quand même qui fait que ce changement, qui est un grand bouleversement dans le milieu global, dans le champ de l'art en général, est plutôt favorable, entre guillemets, aux arts plastiques. Et c'est quand même intéressant de le sentir. Ça veut dire que c'est intéressant d'observer et de regarder ce truc qu'avant, on ne regardait pas. On n'en parlait pas dans les écoles d'art il y a 5 ans. On savait pas, on s'en foutait complètement parce que tout le monde, personne n'y prétendait dans notre secteur. Et maintenant, ça change, donc c'est intéressant d'aller écouter et comprendre comment tout ça fonctionne. J'espère que j'ai des trucs intéressants. J'essaye de voir ça. Mais globalement, quand on sort de l'école, alors il y a le statut d'artiste qui est cette espèce de possibilité comme ça d'avoir un chômage, enfin, d'être comme dans le statut d'intermittent français, qui n'est pas du tout pareil que, évidemment, quand on est à la Maison des artistes en France. Et alors, l'équivalent de la Maison des artistes en France, en gros, ça n'existe pas en Belgique. Quand on sort de l'école, on est personne. Tant qu'on ne devient pas chômeur et qu'on n'a pas le statut d'artiste, en fait, on n'est juste personne. On n'a pas de statut social précis. On passe souvent, en général, par un bureau social pour artistes, comme la Smart ou Amplo, qui nous permet de faire des factures qui sont légales, mais on n'a pas de numéro de... Enfin, en France, ça fonctionne quand même vraiment bien. Si je compare la France et la Belgique, par exemple, quand on démarre en France, je pense que c'est assez pratique parce qu'il y a un système qui existe pour pouvoir se déclarer et qui est quand même pas trop compliqué a priori. En Belgique, c'est pas forcément beaucoup plus compliqué, mais ça passe par un bureau social pour artistes qui est une sorte de magouille étrange qui fait que cette grosse association nous salarie tous et toutes pour les 3-4 jours qu'on a besoin, en gros. Et du coup, alors, on devient salarié. Et là, on rejoint ce que tu disais, ce qui est quand même génial, parce qu'à un moment donné, même si on est salarié 3-4 jours dans l'année, on a accès à la sécurité sociale des salariés. C'est déjà pas mal, au moins, d'avoir accès à la sécurité sociale. Mais c'est le seul truc qui arrive, qui advient. Dis-moi si je dis une connerie. Non, pas avec mais 3 jours. Mais en tout cas, en se salariant... Moi, je me souviens que j'ai eu... Autant, j'ai peu gagné d'argent après l'école, mais j'ai eu accès à la sécurité sociale assez vite avec quelques contrats quand même. Je ne sais pas combien de jours c'est. Anne-Catherine, tu peux ça a peut-être changé depuis que je suis sortie de l'école. S'il y a des modalités. Je suis sortie il y a 10 ans de l'école. Je crois que ça dépend de quoi on parle en sécurité sociale. Ah, moi, je parle que de l'assurance maladie. Oui, voilà, mais donc l'assurance maladie, c'est des conditions qui sont différentes. Je ne connais pas bien les mots. Ok. Pour l'assurance chômage, on ne parle pas du chômage. Ah non, voilà. Non, chômage, justement, rien du tout. Je parle que de l'assurance maladie. C'est le seul truc qui s'ouvre, les droits à l'assurance maladie qui s'ouvrent.
Comme la mutuelle, oui, la c'est ça, mutuelle. voilà. Je suis désolée, je me suis trompée de mot. Voilà, mais donc Non, non, c'est le mais seul truc. c'est Sinon, pas on n'a rien d'autre. On n'a rien, on n'existe pas. On n'a pas de numéro de TVA, on n'a pas de sirette, de machin, de je sais pas quoi. Voilà. C'est des grandes différences quand même. Alors, voilà, je sais pas, c'est un peu pragmatique, mais c'est quand même intéressant. Et donc, je parle un peu du statut hors statut, quoi. Mais on existe, je te coupe juste, on existe quand même, c'est-à-dire, enfin, on existe socialement et On est juridiquement. résident, quoi. À partir du moment où on est résident, qu'on est inscrit dans ce qu'on appelle le service régional de l'emploi, qui est Actiris à Bruxelles, on est demandeur ou demandeuse d'emploi, c'est-à-dire assimilé à un salarié, même si à ce moment-là, on ne travaille pas. Et donc, dès qu'on a des contrats, on est salarié, et quand on est inscrit comme demandeur d'emploi à côté, et c'est ce qui préserve justement des droits à la mutuelle, par exemple, et à l'assurance maladie. Mais ce n'est pas pour ça qu'il y a un accès à l'assurance chômage, parce que pour ça, il va falloir cotiser un certain nombre de jours de travail. Juste comme ça, un chiffre, il faut avoir l'équivalent de 156 jours de travail salarié sur maximum 24 mois, ce qui représente en salaire brut plus ou moins, mais vraiment plus ou moins, 13 000, 13 500 bruts de travail salarié sur 24 mois, peu importe le métier. Ça, c'est important à savoir, même si ça paraît dingue. C'est qu'à partir du moment où c'est une commission d'experts qui va dire qui est professionnel ou pas dans le secteur, dès que la commission elle a dit vous êtes professionnel, l'assurance chômage, elle ne regarde plus où vous travaillez. Donc vous pouvez avoir été reconnu comme professionnel et puis travailler pour 156 jours dans un supermarché comme salarié et vous ouvrez le droit à une protection particulière via l'allocation de travail des arts. Donc, depuis qu'on a deux entités différentes pour gérer qui est reconnu et puis est-ce qu'on cotise suffisamment, la donne a complètement changé et le dessin de la sécurité sociale, et ça c'est vrai, a changé beaucoup. Et en termes d'accès, notamment pour tous les arts plastiques, puisque comme disait Clara, jusqu'il y a quelques années, le problème c'était pas que les plasticiens ils travaillaient pas, c'est qu'ils travaillaient mais que ce n'était pas dans le régime nécessairement salarié, ou qu'ils travaillaient mais ils n'étaient pas payés. Et le régime de protection, on va dire, des artistes au niveau du chômage imposait minimum 312 jours de travail, donc le double. Impossible. Et donc il n'y avait jamais assez de travail Artistique. pour ouvrir le droit. Non, enfin, il y avait Pas 312 que, jours mais dans n'importe quel secteur, et puis il fallait 156 jours en plus avec un quota de jours artistiques. Oui, Et donc la ce n'était pas possible. Et donc cette protection sociale, elle était surtout accessible aux artistes-interprètes. Et c'était très compliqué pour les plasticiens parce qu'ils n'avaient pas assez de jours, et très compliqué pour les techniciens parce que là, l'assurance chômage n'avait pas envie qu'ils soient dedans. Eux, ils avaient les jours, mais ils n'étaient pas toujours reconnus. Donc voilà, la donne a changé avec cette commission. Donc ce qu'il faut noter, hein, enfin, voilà, si vous n'avez pas le temps de percevoir tous les chiffres, etc., vous inquiétez pas, il y a un tas de documents qui vous donnent tous ces plafonds, etc. Vous pouvez retrouver les informations très techniques. Mais en tout cas, ce qu'on peut noter, peut-être, Boris peut, voilà, sur la France, avec deux questions, peut-être, parce que Clara a évoqué la maison des artistes, mais il y a eu des changements aussi, justement, avec cette prise en charge de l'URSSAF Limousin. Oui. Et et peut-être une autre question aussi sur laquelle vous pouvez intervenir, sur la question de cette pluriactivité, le fait qu'un artiste-auteur puisse effectivement exercer plusieurs activités sous des régimes différents. Parce que ça me paraît important aussi que vous puissiez le saisir. Alors c'est vrai que la Maison des artistes en tant qu'association existe toujours, et vous pouvez adhérer à la Maison des artistes qui rend des services aux artistes dans le domaine des arts visuels. Mais désormais, le recouvrement des cotisations sociales des artistes-auteurs a été transféré à l'URSSAF. L'URSSAF qui est en fait en France l'acteur qui recouvre les cotisations sociales pour toute la protection sociale. C'est bien, il faut voir qu'il y a bien une distinction entre les impôts d'un côté et les cotisations sociales de l'autre. Cotisations sociales, financement de la protection sociale, impôts, financement des autres services publics de l'État. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est la même chose, mais c'est vraiment deux organisations et deux poches différentes. Sur les grands principes du statut, je pense rappeler... il y a deux façons de devenir artiste-auteur en France. Donc, on rappelle, il faut créer des œuvres originales, il faut être résident fiscalement en France, il faut avoir des revenus artistiques pour s'ouvrir des droits en tant qu'artiste-auteur, soit par la vente d'une œuvre originale, soit par la cession de droits d'auteur, droits de reproduction, droits de diffusion sur cette œuvre. Ça, c'est
Je ne rentre pas dans les détails. Après, il y a des revenus accessoires qui sont acceptés en plus, etc. Mais ça, vous pourrez voir la documentation dans le PowerPoint ou sur ursaf.fr, etc. Il y a deux façons de s'inscrire, je dirais, à l'URSSAF pour être artiste-auteur. Une par une démarche volontaire, ce qui va plutôt être le cas pour les personnes ici qui se destinent à un métier de plasticien. C'est qu'en fait, on doit d'abord aller ce qu'on appelle au guichet unique des entreprises pour se créer une activité en tant qu'entrepreneur individuel. Donc là, vous créez une activité en tant qu'entrepreneur individuel, vous mettez que votre domaine d'activité, c'est celui des arts, parce que c'est un guichet unique, hein, alors que vous soyez plombier ou artiste, vous passez par le même guichet. C'est juste les choix que vous allez faire dans le formulaire qui vont orienter les choses différemment. Donc là, on vous demande votre type d'activité, vous mettez que c'est dans le domaine artistique, vous cochez une case en disant que c'est artiste-auteur, et à partir de là, vous serez orienté sur une immatriculation à l'URSSAF. Alors effectivement, l'URSSAF Limousin, c'est juste une question d'aménagement du territoire. En fait, vous avez un guichet qui est dédié aux artistes-auteurs. C'est une ligne de service qui est nationale. C'est des gens qui travaillent que sur les artistes-auteurs. Il se trouve qu'ils sont dans la région Limousin, mais ils sont spécialisés là-dessus, professionnalisés sur le domaine des auteurs, du droit d'auteur, etc. Ils ne traitent pas en même temps de travailleurs indépendants qui seraient à Limoges, quoi. Donc c'est vraiment un service national dédié. Vous serez immatriculé à l'artiste-auteur. En tant qu'artiste-auteur à l'URSSAF Limousin, le guichet unique, c'est par là où on se crée son numéro SIRET. Ça va vous permettre d'avoir une existence en tant qu'entrepreneur indépendant, d'être inscrit à un répertoire national des entreprises et d'émettre des factures qui sont légales, c'est-à-dire avec la mention de votre numéro de SIRET, etc. À ce moment-là, vous faites aussi dans cette démarche le choix d'un régime fiscal. Alors généralement, quand on débute, c'est plutôt ce qu'on appelle le micro-BNC, c'est-à-dire ce régime qui est simplifié, où on déclare en fait son chiffre d'affaires et on a un abattement forfaitaire de 34% pour déterminer le bénéfice, et c'est sur ce bénéfice après que vous êtes imposé et que vous cotisez. Il y a une autre manière de devenir artiste-auteur, mais qui concerne moins, je pense, les étudiants qui sont ici, c'est quand on est c'est plutôt dans le domaine de l'écrit, de la composition musicale, où là, les personnes vont en fait surtout tirer des revenus de leurs organismes de gestion collective, de leurs producteurs, de leurs éditeurs. Dans ce cas-là, c'est des revenus plutôt liés à la diffusion de masse de leurs œuvres, finalement, et c'est donc des revenus sur la reproduction, la diffusion de l'œuvre. Donc des droits d'auteur, qu'on peut déclarer dans la catégorie fiscale des traitements et salaires, sans trop rentrer dans les détails. Donc dans ce cas-là, vous serez en fait immatriculé en tant qu'artiste-auteur sans action en fait, particulière de votre part, c'est-à-dire que c'est la personne qui vous rémunère qui va déduire directement à la source, comme elle le ferait pour un salarié, les cotisations sociales, les verser à l'URSSAF, et nous, sur la base de cette déclaration-là, avec votre numéro de sécurité sociale, etc., on va identifier que c'est une personne qui n'était pas immatriculée jusqu'à présent chez nous, on va déclencher une immatriculation, et vous allez recevoir un courrier où vous apprendrez que vous êtes inscrit maintenant en tant qu'artiste-auteur à l'URSSAF Limousin. Après, ce qui est commun dans les deux cas, que vous soyez que vous ayez un numéro de SIRET et que vous déclariez en bénéfice non commercial, ou que vous ayez une activité que vous déclariez en traitement et salaire avec des revenus perçus par des organismes de gestion collective comme l'ADAGP, des éditeurs, des producteurs. Dans les deux cas, vous aurez une déclaration de revenus annuelle à faire à l'URSSAF qui est distincte de la déclaration que vous faites aux impôts. Dans cette déclaration à l'URSSAF, vous déclarez vos revenus artistiques. Si vous n'avez que des revenus versés par des OGC, producteurs, éditeurs, tout sera déjà pré-rempli et vous venez juste confirmer, vérifier qu'il n'y a pas d'erreur et tout est prélevé à la source. Donc normalement, vous ne devez rien, on ne vous doit rien si tout s'est bien passé. Quand vous déclarez en bénéfice non commercial, là vous êtes plus dans le fonctionnement d'un travailleur indépendant en France, c'est-à-dire que c'est vous qui réglez vous-même vos cotisations sociales à l'URSSAF. Vous payez des appels de cotisation par trimestre qui en fait se réajustent en fonction de votre déclaration qui est annuelle. Il faut faire attention à un point en début, quand vous allez commencer votre activité, vous allez vous déclarer au guichet unique, dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez vous créer un numéro de SIRET. Vous allez recevoir un document après de l'URSSAF qui va vous dire que vous êtes immatriculé. Le point un peu désagréable qui suit ça, c'est que tout de suite, on va vous appeler des cotisations. Là, vous allez vous dire, mais
mon prof m'avait dit, inscris-toi à l'URSSAF, c'est bien, même si tu es encore à l'école et que tu n'as encore rien gagné, comme ça, tout ton statut et tout, puis boum, c'est 1 000 € pour le 15 octobre. Bon, super. J'exagère un peu, mais c'est 300 € pour le 15 octobre. Donc là, vous allez me dire merci, prof. Donc ça, c'est vrai qu'il faut faire attention. Il y a un forfait de début d'activité, c'est-à-dire qu'on appelle tout de suite des cotisations provisionnelles sur une base forfaitaire. Et il faut un peu anticiper parce que vous avez la possibilité sur le site de l'URSSAF d'ajuster ces cotisations pour les mettre éventuellement même à 0 si vous pensez que vous n'allez rien gagner. Mais il y a un délai pour le faire. Donc on peut avoir des fois des situations difficiles. N'hésitez pas, dans ce cas-là, on peut aussi aménager des délais de paiement, étaler les choses et puis il y aura une régularisation après. Mais c'est un point sur lequel il faut être vigilant. Alors on essaye de faire bouger la réglementation pour que cette cotisation forfaitaire soit moins élevée. On trouve que sur le principe, c'est bien de payer des provisions parce que dans l'ancien système, on n'en payait pas. Et l'autre inconvénient, c'est qu'on pouvait gagner de l'argent pendant 18 mois et puis tout d'un coup, on découvrait qu'il y avait des cotisations sociales à payer. Et ça pouvait aussi poser des problèmes. Mais c'est vrai que parfois, la cotisation forfaitaire est un peu haute et que les gens veulent bien faire, s'ouvrir un statut avant même d'avoir touché un revenu, ce qui est d'ailleurs réglementairement, c'est ce qu'il faut faire. Mais ça peut poser de problèmes. Sur le double ou triple statut, effectivement, on peut tout à fait, et c'est même très fréquent, avoir des revenus d'artiste-auteur qu'on doit déclarer en tant qu'artiste-auteur à l'URSSAF Limousin, avoir à côté une activité de micro-entrepreneur pour d'autres activités qui ne rentrent pas dans le régime artistique, et puis par ailleurs être salarié aussi à d'autres moments, ou être par exemple intermittent du spectacle pour des prestations où vous êtes interprète, ou être salarié dans un supermarché parce que vous n'arrivez pas encore à vivre pleinement de votre activité artistique, hein, c'est possible aussi. C'est même un cas de figure très fréquent et c'est tout à fait possible de cumuler parce qu'il y a une petite incompréhension souvent. Il est dit, ce qui est réglementairement juste, le statut d'auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur ne s'applique pas aux artistes-auteurs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, sous le statut de micro-entrepreneur, déclarer des revenus artistiques. Ça, vous devez les déclarer sous le statut d'artiste-auteur à l'URSSAF Limousin. Pour autant, pour d'autres activités qui ne sont pas artistiques, vous pouvez tout à fait avoir un compte de micro-entrepreneur, déclarer ses revenus en tant que micro-entrepreneur, et c'est deux gestions distinctes, et dans les deux, et ça vous permet, tous les statuts vont vous ouvrir des droits. Et à la fin, de toute façon, le calcul qui sera fait pour vos prestations, si vous êtes malade, ou pour vos droits retraite, tout sera pris en compte, et c'est toujours le mieux disant et le plus favorable en fait qui sera retenu in fine sur les prestations. Merci, oui, c'est extrêmement important parce que le constat qu'on fait quand on fait des analyses sur le statut et la situation des artistes autoristes, on se rend compte qu'ils sont effectivement conduits à cette pluriactivité choisie ou subie, mais en tout cas c'est une réalité de l'exercice professionnel. Pour ce qui concerne les Hauts-de-France, en tout cas, on avait sorti une étude en 2019 un état des lieux des arts plastiques et visuels. Et donc, on avait tout à fait relevé ce constat. Vous pouvez trouver cette étude sur le site de 50 degrés Nord. Clara, oui, je te redonne la parole pour... je ne sais pas ce que tu voulais évoquer, mais en tout cas, il y a encore d'autres points. Peut-être les seuls trucs que je pense que moi, en tant qu'artiste, je dois dire à d'autres artistes et futurs artistes, déjà artistes, quoi. C'est aussi, et là je sors des statuts duquel on va choisir, de ce qu'on va faire ou quoi, c'est que quoi qu'il arrive, au fond, tous ces statuts sociaux, tout ça, ce sont des choses qui peuvent changer, dans un sens comme dans l'autre, dans nos sociétés, que ce soit en France ou en Belgique. Et ça, en fait, quoi qu'il arrive, ces acquis sociaux, il va falloir les protéger pour le peu qu'il y a déjà. Et si on voudrait que ça fonctionne autrement, il va falloir aussi se battre. C'est-à-dire, en gros, dans une société, il n'y a pas d'acquis sociaux, il n'y a pas de nouveaux systèmes de chômage cool pour des gens et tout ça qui apparaissent comme ça parce que on se dit, il faut ça. Non, il y a des gens qui vont dans la rue, qui font chier et qui se battent dans des fédérations, dans des sociétés de protection de droits d'auteur. Il y a des lobbies énormes
Et c'est important d'en être conscient et de bien sentir qu'il va falloir défendre ses droits sociaux à un moment donné, possiblement. Là, on le voit en Belgique, la loi qui vient de changer cet été a déjà été menacée une fois de suppression absolue. C'est-à-dire, c'est même pas juste on revient à la précédente ou je sais pas quoi, c'est carrément on sucre tout ça. Et ça va arriver en fait. Ça va arriver bientôt. Ils attendent que ça. Les gouvernements vont plutôt pas dans un sens favorable à ça. Enfin, je n'emploie que des mauvais mots, mais en tout cas, les politiques qui sont élus et qui arrivent au pouvoir ne sont pas forcément ceux qui vont nous protéger. Et donc, c'est bien de parler de tout ce qu'on peut faire et du chômage et tout ça. Moi, je trouve ça aussi bien là, moi, de dire, faites attention à ça, prenez-en soin dans notre monde aussi et essayons d'aller plus loin. Ça, c'est une des choses. Et l'autre chose, je pense, qui permettrait d'aller plus loin, c'est quand même l'idée que, en gros, dans une société aussi, s'il n'y a pas de statut social, c'est parce qu'on brasse pas assez de fric. Et c'est comme ça, en fait. Si on n'est pas payé, il n'y a aucune raison qu'on ait un statut social. Et donc, à un moment donné, s'il y a de l'argent qui circule, et c'est le cas, par exemple, pour en Belgique, l'équivalent des intermittents du spectacle, donc les gens de la musique ou du théâtre, eux, ils sont dans des circuits qui sont souvent plus rémunérés et tout ça. Et en fait, ils ont une commission paritaire, ils ont un système avec des barèmes, il y a une réglementation autour de leur travail. Nous, il n'y en a pas. On n'a pas de commission paritaire. Une commission paritaire, vous voyez ce que c'est? Oui, hein? Non, oui, non. En gros, c'est une sorte d'entité, peut-être tu sauras mieux expliquer que moi, qui définit des lois, qui se rassemble et qui fait évoluer un peu ça, mais en gros, c'est il y a des barèmes et des choses qui sont définies pour réglementer le travail dans un secteur. Oui, c'est une représentativité patronat, syndicat dans un secteur de travail. Donc il y a 200 ou 300 commissions paritaires en Belgique pour l'industrie pétrochimique, le spectacle, les verreries, et nous, les on est supermarchés, déclarés etc. dans ceux du spectacle. On fait partie de ceux du spectacle parce qu'il n'y en a pas pour nous. Il n'y a pas de réglementation, ça n'existe pas. Ça ne sert à rien, quoi. Voilà. Et donc, en gros, ça fait partie des choses qui sont dans la balance. C'est-à-dire de se dire qu'à un moment donné, si, par exemple, on était plus rémunéré ou qu'il y avait d'autres types de rapports entre artistes et collectionneurs, institutions, tout ce qu'on veut, et de manière de se déclarer, ces choses-là peut-être seraient plus réglementées. Et on a plutôt intérêt à une réglementation, a priori, qui permettrait qu'il n'y ait pas trop d'abus. Voilà. Clara, tu peux peut-être partager l'expérience de la FAP, du coup, qui a ça fait juste, effectivement, la Fédération des arts plastiques, par exemple, fait partie de ces acteurs donc c'est une fédération, il y en a dans tous les secteurs, des fédérations, hein, qui font partie de ces lobbies publics, ou en tout cas, et ça qui est destiné que aux artistes plasticiens en France, donc en Belgique. Donc, si vous êtes artiste en Belgique, que vous soyez domicilié ou pas, ou ce que vous voulez, vous pouvez vous affilier. Et ça fait partie, effectivement, des institutions, enfin, pas des institutions, des acteurs qui permettent de clarifier nos demandes auprès du politique, de faire du lobbying et toutes sortes de choses comme ça. Et donc, plus il y a de membres, plus quand on va négocier dans les cabinets des ministres, de la ministre en gros, plus on nous écoute, quoi. Hein. Donc ça marche comme ça aussi. Et donc c'est pas anodin de s'affilier à des fédérations ou à d'autres trucs. On n'est pas les seuls, évidemment. De manière différente, il y a la SOFAM qui est une société de protection des droits d'auteur qui protège aussi vos droits et qui se bat pour que il y ait plus de droits d'auteur dans plus d'endroits différents, pour Internet, pour tout ça, l'intelligence artificielle qui arrive et tout ça. Il y a plein d'autres systèmes, même qui sont aussi possibles. Il y a des associations plus random, par exemple de gens qui font des manifestations avec les syndicats. Il y a aussi le BAO qui informe très très bien et qui arrive à aussi fabriquer un peu de cohésion au niveau d'une voix qui serait portée par nous artistes pour dire ce dont on a besoin dans le monde, quoi. Et voilà. Mais oui, après, je vous laisse la parole. C'est un constat qu'on Mais il n'y a pas que la FAP, c'est une des choses. Oui, quoi. voilà, c'est une piste possible.
Plein d'outils. Parce qu'il y a un constat qui est fait, enfin, en tout cas pour le secteur français que je connais mieux, c'est que les acteurs, actrices du spectacle vivant se sont vraiment coordonnés et qu'on s'aperçoit aussi que dans les arts plastiques, c'est une pratique qui est beaucoup moins courante et que vraiment ces modalités de fédération et collectif sont extrêmement importantes de ne pas rester isolées. C'est voilà, parce qu'on travaille seul. Voilà, et c'est lié aussi aux pratiques, effectivement. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont en train d'évoluer. Donc, juste par rapport à ce qui a été évoqué là, cet après-midi, il y a une info flash donc, du BAO, il y a une info flash de la FAP, et vous avez aussi une info flash, je voulais en parler, de Clio Simon. Alors, je ne sais pas, je ne l'ai pas vue, je ne sais pas si elle est dans l'Assemblée Clio. Elle arrive peut-être juste après, qui va faire aussi un point, puisqu'en France aussi, il y a les artistes et auteuristes se sont organisés pour revendiquer une continuité des revenus des artistes auteuristes. Donc il y avait un chantier qui était en cours, qui a malheureusement été interrompu par la dissolution de l'Assemblée nationale en France. Mais voilà, en tout cas, c'est un chantier qui est aussi en cours. Donc il y a Clio qui est là cet après-midi. Elle intervient à 14h45 si vous souhaitez échanger avec elle pour la partie française en tout cas. Si vous me permettez, par rapport à ce qui a été évoqué, alors, bon, en tant qu'institutionnel, j'aurais forcément un propos moins politique, mais au moins, sur le premier message que je voudrais passer en lien avec ce qui vient d'être dit, c'est que souvent, il y a un discours, quand on intervient, quand on rencontre des artistes, un peu où c'est une forme de modestie sur, en fait, on est des artistes, donc nous, ce qui est administratif, c'est compliqué, on ne comprend pas, on n'est pas compétent sur ce sujet-là. Bon, en fait, la réalité, quand on discute avec vous, les artistes sont souvent des gens très intelligents quand même, et vous avez toutes les facultés pour intégrer. Il y a beaucoup de ressources sur Internet, dans des documentations, et vous avez tout à fait la capacité, il faut aussi comprendre le fonctionnement du régime, de vos droits sociaux, etc. Je le dis parce que finalement, déjà comprendre ces droits sociaux et les faire valoir, c'est peut-être la première étape avant celle de la mobilisation pour en acquérir d'autres. Déjà, comprendre dans quel système on s'inscrit, pourquoi on cotise, à quoi on a droit, c'est un élément important. Après, c'est vrai que sur le propos plus politique, mais c'est étonnant, mais par rapport aux représentations qu'on peut avoir des cultures des différents pays, c'est vrai qu'on n'a pas l'équivalent, parce que ce sujet de la répartition de la valeur entre des auteurs par rapport à dans l'économie de la culture, il se pose aussi en France, et c'est vrai qu'on n'a pas l'équivalent, par exemple, de ce qui peut exister aux États-Unis, où quand le syndicat des scénaristes dit on pose le stylo parce qu'on n'est pas d'accord sur les rémunérations que nous propose l'industrie hollywoodienne, en fait, on attend tous nos séries sur Netflix après pendant 6 mois, 1 an, parce qu'effectivement, ils arrêtent tous le travail pendant plusieurs mois, et ils arrivent à bloquer. En France, les intermittents, ils arrivent à bloquer aussi des trucs. Hein. Ouais, quand ils bloquent la télé, ça t'inquiète, les politiciens, ils ont peur. Nous, le problème, c'est qu'on n'a pas de possibilité de blocage aussi. Je vous le dis comme ça. Mais c'est vrai que dans le domaine plutôt de la création artistique, il n'y a pas cet équivalent en Europe. Enfin, je l'identifie pas en tout cas. Et là-dessus, sur une petite poursuite, du coup, effectivement, on est des travailleurs et des travailleuses comme les autres, et c'est ça qu'il faut intégrer, je crois. Et il faut arrêter de penser qu'on est des exceptions, ou, enfin, dans le sens qu'on ne doit pas être payé, ou d'autres choses comme ça, ou qu'on n'a pas de droits sociaux. Et pour tout ce qui a été dit, ce qui est très compliqué, qu'ils ont seulement effleuré au niveau des lois et tout ça, moi je crois qu'il y a une seule chose qui est un peu possible pour pouvoir y arriver, parce que c'est effectivement très 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 complexe, c'est de s'entraider en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui a obtenu le statut, moi quand j'ai obtenu le statut, j'ai aidé des gens à l'obtenir, et moi pour l'obtenir, il y a des gens qui m'ont aidé, au sens juste de pouvoir appeler quelqu'un en disant en fait là je comprends rien à ce que je suis en train de faire. Et c'est très très important, c'est le seul moyen, je crois, en tout cas je connais personne qui a obtenu le statut tout seul dans son coin sans appeler quelqu'un. Il faut faire du parrainage, il faut se parrainer entre nous, et il faut faire en sorte qu'on puisse comme ça doucement comprendre quels sont nos droits en se les expliquant les uns aux autres et les unes aux autres. Merci Clara. Alors je propose de passer peut-être la parole à l'Assemblée s'il y a quelques questions que vous souhaitez poser à nos intervenants et intervenantes, des points de clarification. Alors oui, j'ai une question là-bas. Ouais. Il y a un micro juste derrière vous, et puis Kate après. Ouais.
C'est bon? Oui. Bonjour. Moi, je vais poser une question qui est peut-être très spécifique, mais je pense qu'il y a peut-être pas mal de gens qui sont aussi dans ma situation. Mais quand on est entre les deux pays, entre la France et la Belgique, moi, par exemple, j'ai commencé mes études en Belgique alors que je suis française. Et c'était compliqué parce que j'étais pas domiciliée en Belgique. Donc, pour mes revenus artistiques, je les ai déclarés à l'URSSAF, Limousin d'ailleurs. Et à la fois, là, maintenant, du coup, j'ai fini mes études et il se trouve que je suis toujours en Belgique. Et donc, j'ai fait les démarches de domiciliation. Et là, je fais des démarches pour, du coup, déclarer en Belgique. Et donc, voilà, c'est un peu compliqué du coup, j'essaye de faire les démarches pour me mettre à la Smart. Mais donc, en fait, j'aimerais bien savoir comment ça se passe quand on est entre les deux. Et du coup, qu'on a déjà cotisé en France, mais qu'en fait, on aimerait bien maintenant cotiser en Belgique. Et du coup, moi, du coup, j'ai les deux cotisations et c'est un peu compliqué. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a beaucoup de choses à dire, mais ah oui, pour le statut d'artiste, étant donné que là j'ai cotisé en France, ça veut dire que pour avoir l'allocation du travail des arts, qui est à hauteur de 13 000 euros, ce que j'ai déjà cotisé en France, normalement ne comptera pas puisque c'est l'organisme belge qui s'en occupe. Alors, il y a deux choses à dire. D'abord, c'est que si tu vis maintenant ici en Belgique et que tu souhaites ouvrir un droit à l'allocation du travail des arts à court, moyen ou long terme, le travail fait en France, pour autant qu'il ait été salarié, peut compter si, dès le moment où tu vis ici, tu es domicilié en Belgique, tu fais 3 mois de travail en Belgique. Parce qu'à l'époque de ce travail en France, tu n'étais pas domicilié ici. Par contre, si tu es maintenant domicilié ici et que tu continues quelquefois à faire du travail en France, on peut faire jouer une règle dérogatoire qui dit que tu ne fais que te déplacer temporairement à l'étranger pour le travail. Et donc ce travail salarié peut compter sans qu'il y ait 3 mois après. Donc pour le travail fait en France quand tu n'étais pas domicilié, il faut 3 mois ici pour le valider. Et il faut qu'il se retrouve dans une certaine période. On peut pas faire. Alors, quand je dis qu'il faut 156 jours de travail salarié sur 24 mois, c'est sur les derniers 24 mois. On ne peut pas aller rechercher du travail fait il y a 8 ans ou 10 ans, etc. Voilà, en gros, je veux dire, juste d'un point de vue très très pratique, sur le site de l'atelier des droits sociaux, il y a un gros document PDF sur toute la réforme qui reprend tout le côté technique de tout ça, avec les jours de travail à l'étranger, comment on les prend en compte, etc., qui est régulièrement remis à jour et qui est en libre téléchargement. Donc, il ne faut pas hésiter. Un autre truc auquel il faut faire attention, que je connais très mal, mais qui est un papier, moi j'ai fait à un moment donné, et je pense que ça peut être utile à ce moment-là, c'est les trucs de double imposition. Il y a des papiers pour éviter la double imposition, parce qu'en arrivant en Belgique, on peut vous dire aussi les revenus là maintenant, et donc on va les imposer aussi parce que vous étiez domicilié. Donc il faut réussir à apaiser ça. Donc peut-être juste taper sur Google, voir quelle est la règle actuellement en termes d'imposition, parce que je pense qu'il y a un papier à aller faire au SPF Finance pour éviter cette double imposition qui pourrait éventuellement arriver. Oui, c'est de ça dont on parle quand on parle vraiment de statut social et fiscal. C'est-à-dire que le statut social, c'est pour les cotisations et le statut fiscal, c'est pour tout ce qui est imposition de vos revenus et donc qui est lié en général aussi à votre lieu de domiciliation. Donc, c'est tous ces éléments-là dans lesquels il faut effectivement clarifier vos situations personnelles. Alors, c'est un peu, ça répond pas tout à fait à votre question, mais du coup, ça m'évoque, parce que là, vous fermez votre activité en France et vous en ouvrez une en Belgique. Parce que les gens sont mobiles, si en revanche vous êtes artiste-auteur avec un statut d'artiste-auteur en France et que vous voyez que vous allez être amené à aller 6 mois, 1 an en Belgique ou en Allemagne, enfin, dans un pays de l'Union européenne, on va dire, au sens large même, parce que ça inclut aussi quelques autres pays qui ont des accords de libre-échange avec l'UE. Vous pouvez, là, je vous laisserai regarder sur Internet, mais il y a un service mobilité internationale. En fait, vous pouvez établir un document où en fait vous vous dites je me détache temporairement pour travailler dans ce pays, mais je souhaite continuer en fait à rester rattaché au régime de protection sociale de mon pays d'origine. C'est-à-dire que je ne veux pas rentrer dans le mécanisme de la sécurité sociale allemande ou de la sécurité sociale belge, etc. Parce que je viens temporairement, donc je préfère continuer à valider mes droits en France. Donc ça, c'est un certificat, je crois qu'il s'appelle certificat A1. Voilà, c'est service de mobilité internationale. Regardez sur osraf.fr
qui permet de rester rattaché à un régime tout en allant travailler temporairement dans un autre pays. Une question de Kate là devant et puis ensuite... Bonjour. Par contre, les revenus qu'on a enregistrés auprès de l'URSSAF en BNC ne sont pas des salaires. On est d'accord? Donc ça ne peut pas être valorisé en Belgique Non. Pour moi, tout ce qui ressort du régime des auteurs, tout ce qui a été déclaré à l'URSSAF en France, puisqu'il n'y a pas de cotisation pour l'assurance chômage, voilà, ça ne peut pas fonctionner pour une allocation de travail des arts ici. Ça peut fonctionner pour faire valoir des revenus professionnels devant cette commission administrative qui dit qui est professionnel, mais ça ne peut pas être utilisé pour une allocation de travail des arts, puisque là, on est dans l'assurance chômage. Donc, ça ne peut être que des jours de travail salariés, comme je disais, donc sous contrat de travail. Mais si vous avez déjà le droit au chômage en France, je crois que vous pouvez rapatrier des droits sociaux comme ça. Non, on peut exporter, en fait, on peut exporter un droit français pendant 3 mois ici, via un formulaire U2 que vous demandez à France Travail, mais après 3 mois, c'est soit de vous retourner en France, soit de vous décider de rester ici, et à ce moment-là, un droit belge ne peut s'ouvrir que si on remplit les conditions prévues en Belgique, donc attestation de travail des arts et 156 jours salariés. Mais on peut exporter pendant 3 mois. Et j'avais une autre question rapidement. Du coup, moi, je viens de la France. J'ai fait toutes les démarches en Belgique. J'ai l'allocation du travail des arts depuis peu. Mais je travaille encore régulièrement. Bon, jusque-là, je n'avais pas fermé mon statut en France parce que du coup, le temps de faire les démarches, j'avais besoin de facturer et j'avais aucun moyen de le faire en Belgique. Donc maintenant que c'est fait, je voulais savoir, travailler encore régulièrement en France et on est dû de fermer notre activité en France et de tout passer par la Belgique, où on peut, parce qu'en fait, il y a quand même des appels à candidature où on nous demande d'avoir un numéro SIRET, ce qui n'est pas le cas du coup si on ferme l'activité. Donc en fait, on n'a plus accès à certains types de résidences tant qu'on n'a pas ce numéro SIRET. Voilà, comment c'est possible de faire? Est-ce que je peux conserver mon numéro SIRET français en blanc, disons ça, ou pour quelques résidences qui le demandent? Non, je ne suis pas un expert parce que de la domiciliation fiscale, quand on rentre dans les détails, ça peut être assez... En général, on le résume simplement par c'est là où vous vivez, mais en fait, ça peut devenir plus complexe que ça. Il y a des célèbres affaires d'artistes, d'ailleurs, qui ont eu des problèmes avec le fisc, parce qu'ils essayaient de se domicilier dans un pays, mais bon, ils avaient quand même une grande part de leur activité économique dans un autre. Le truc, c'est que je pense que là, en tant qu'entrepreneur individuel... avec un numéro si vous avez un numéro de SIRET en France, on va attendre à ce que vous ayez une domiciliation en France et une imposition en France. Je pense que là... La Fondation Modeste, qui est en Belgique, a un numéro de SIRET en France. C'est-à-dire que la France a la possibilité de donner un numéro de SIRET à n'importe quelle entité. Oui, c'est ça. Après, il peut y avoir... Si c'est juste un problème de numéro de SIRET, ça peut se régler. Ça, au niveau des sociétés, je pense que oui, effectivement, on peut avoir un établissement qui est domicilié en France et une société qui est établie ailleurs dans un autre pays. Je ne suis pas sûr que ça soit possible je pense que c'est pas possible pour un entrepreneur individuel qui a juste un numéro de SIRET lié à son adresse en fait géographique, quoi. En fait, les sociétés, elles peuvent créer des établissements. Mais nous, on n'a pas d'établissement en France. Oui, mais une société, c'est pas pareil. Alors franchement, vraiment, le numéro de SIRET dont tu parles pour accéder à des résidences, c'est pour dire que tu résides en France. En gros, c'est ceux qui disent que tu dois résider et payer tes impôts en France et que du coup, tu as droit à cette résidence parce que tu payes des impôts dans le pays où la résidence se trouve. Il y a quand même quelque chose de ce type-là. Donc si tu les payes ailleurs depuis longtemps, on peut traficoter, on est tous d'accord avec ça, mais on ne va pas vous y pousser. Mais en gros, quand même, effectivement, cette histoire de numéro de SIRET qui est demandé pour accéder à certaines résidences, c'est juste dû au fait que on dit tu payes tes impôts là, tu as le droit d'avoir cette résidence-là, quoi. Et donc, normalement, tu n'y as pas droit. En général, c'est surtout pour s'assurer que la personne qui va effectuer la résidence a un statut professionnel. En fonction des dispositifs, on peut très bien avoir un statut professionnel en France. Moi, j'ai un dispositif d'accompagnement à la professionnalisation où on accueille aussi des artistes domiciliés en Belgique et ils peuvent tout à fait toucher la bourse versée par l'établissement. Mais vous ne leur demandez pas un numéro de SIRET, du coup?
Non, on leur demande leur bureau d'aide sociale, enfin à quel bureau d'aide sociale ils sont Alors rattachés. peut-être ça vaut la peine, quand il y a des appels comme cela, d'appeler en disant est-ce que c'est parce que vous voulez vérifier que je suis artiste ou c'est parce que est-ce que je peux vous prouver que je suis artiste Mais française avec mais les- vivant à l'étranger et voilà, donc je oui. n'ai pas de numéro de Faut SIRET. Est-ce que vérifier j'ai auprès aussi de- accès à cette résidence? Il faut vérifier auprès de l'organisme les modalités administratives et financières de paiement des bourses ou des droits. Alors, il y avait Kate qui voulait intervenir et là-bas, il y a 2 autres questions. Je reviens juste une seconde sur la question précédente. En fait, la difficulté, c'est qu'apparemment, vous ne pouvez pas vous créer un numéro en tant qu'entreprise artistique en fait, en Belgique, quoi, parce qu'à partir de là, une entreprise belge peut répondre à un appel à projet en France, quoi, en fait. Mais ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas de vous n'avez pas de possibilité de vous créer une existence légale en tant qu'entreprise en Belgique pour votre activité et avec un numéro de TVA, etc. Ça n'existe pas. C'est possible, mais de toute façon, on peut répondre à des tas d'appels à projets en tant que personne physique, tout simplement. On n'est pas obligé de créer une structure pour répondre à des appels à projets. Oui, j'entends, mais c'est parce qu'en France, en fait, elle disait que sur les projets français, on lui demandait un numéro de SIRET, en fait. Il y a plein d'appels à projets où il faut être à la maison des artistes. Si on n'y est pas, on n'y a pas accès. Moi, j'y ai pas accès, par exemple, effectivement. Après, vous pouvez peut-être essayer de le conserver, mais il y a des systèmes. Enfin, en Belgique, vous pouvez aller dans un bureau social pour artistes, créer une ASBL. Il y a plein de manières qui permettent d'avoir une activité en Belgique. Mais effectivement, il y a un moment donné, ça risque d'être difficile de maintenir 2 activités ouvertes en même temps. Ou alors, vous allez faire beaucoup de papiers. Sur la maison des artistes, je pense que c'est vraiment quand c'était la maison des artistes qui était support, mais ça, c'est comme l'a expliqué Boris, ça n'est plus d'actualité. Oui, Kate. Oui, je voulais juste faire un petit commentaire pour faire écho à ce qu'avait dit Clara, de vous entraider et de faire du parrainage. C'est tout à fait nécessaire. D'un autre côté, il y a des professionnels qui sont payés pour vous accompagner. Donc, regardez dans le Artist Kit, par exemple en Belgique, et Anne-Catherine a vraiment alludé à ce changement, le fait que le travailleur de l'art, maintenant, c'est reconnu par une commission. Donc, il y a le site WITA, qui est très, très utile. C'est en 3 langues. Et ils ont aussi une juriste. Vous pouvez poser des questions via mail. Et après 2-3 jours, vous recevez une réponse sur est-ce que ceci est considéré artistique ou pas, etc. Donc, juste, oui, faites-vous cherchez de l'aide, mais aussi sachez qu'il y a des gens comme Anne-Catherine, par exemple, qui sont tout à fait spécialisés dans ça. Merci, Kate. J'en profite justement. Parce que moi, je ne le fais plus. Hein. OK. C'est-à-dire que moi, je traite cette matière effectivement depuis des années, mais comme je suis une des seules dans le secteur associatif à traiter de cette matière, j'informe de manière collective, mais je ne fais plus d'accompagnement individuel, c'est pas gérable. Mais maintenant, j'aurais juste envie de dire, juste 3 secondes, qu'effectivement, s'entraider, mais aussi avoir confiance. Enfin, je veux dire, on sait tous lire des textes, il n'y a pas de souci, il faut juste les lire, en fait. Et sur le site de l'ONEM, l'assurance chômage, la réforme, elle est résumée en 5 pages, dans un petit feuillet, quasiment tout y est. Et puis, il y en a qui sont affiliés à des syndicats. Les syndicats sont censés aussi pouvoir aider et vous aider. Donc, il faut prendre les ressources à bras-le-corps. Les ressources, elles sont partout. Donc, c'est aussi important. Je pense que personne n'aime l'administratif, mais on peut tous se débrouiller sans aucun souci, quoi. Est-ce qu'il y a un parcours standard que vous pouvez conseiller comme, à l'URSSAF, il y a un parcours standard, il y a une façon de s'inscrire et tout. Est-ce que vous avez un artiste qui débute, qui veut s'inscrire, donc qui veut obtenir le statut d'artiste? Est-ce qu'il y a un site où il faut aller, il faut s'inscrire, un formulaire à remplir? Comme je disais, par exemple, sur le site de l'association dans laquelle je travaille, tout ça est expliqué tout le mode d'emploi de la réforme est expliqué avec des liens hypertextes. Mais il faut après que, voilà, on a 2 grosses administrations, on a une commission, on a l'ONEM, il faut voyager là-dedans, il faut un peu patauger, c'est vrai. Il faut arrêter de penser que c'est pas possible, quoi. Juste, en lisant un PDF, j'en profite pour vous signaler que, effectivement, au niveau du réseau 50 degrés Nord, on a essayé de consigner l'ensemble de ces ressources existantes sur un artiste kit. Donc c'est sur le site de 50 degrés Nord. Si vous y allez, vous avez toute une série. Et on a vraiment travaillé sur le côté transfrontalier. C'est si je suis en France, si je suis en Belgique. Donc vous pouvez faire votre petit parcours.
Donc vous avez les éléments et à partir de cet artiste kit, vous allez avoir les liens vers toutes les centres ressources qui ont été évoqués à la fois en France et en Belgique. Pour la France, je signale aussi que cet après-midi, il y a une table ronde, une info flash à 16h15 avec 40 mètres cubes ici présents, qui sera co-animée aussi avec Elisabeth Bérard de la Malterie. J'ai évoqué la Malterie tout à l'heure, qui est centre ressources également. Je sais que dans la salle, il y a Maz aussi qui est présente et qui sera présente au forum. Voilà, donc vous avez une série de structures professionnelles ressources. Et en France aussi, peut-être évoquer, alors je ne sais plus, c'est l'association des centres ressources. Peut-être tu peux me corriger. Voilà. Une fédération. Oui. Voilà, donc il y a un réseau ressources qui est en train de qui est structuré, pardon, et qui en tout cas regroupe aussi ces structures, et vous pouvez les retrouver. Elles sont implantées aussi dans les différentes régions. Et en Belgique, il y a Dockers, qui est quand même un site formidable où tout est clair. C'est-à-dire, vous vous inscrivez, Dockers, vous vous inscrivez dessus, avec un email, vous rentrez là-dedans, et là, tout est simple. Il y a une plateforme. Vous rentrez vos contrats, on vous dit où vous en êtes dans les possibilités d'avoir accès à telle ou telle chose. Et il y a beaucoup de documentation. La jurisprudence des décisions de l'ONEM est aussi souvent à jour. Et on sent un petit peu bien le bain dans lequel on se trouve pour arriver face aux instances où on va demander de l'aide sociale. J'avais vu une dernière question par ici. Oui, peut-être... C'est juste pas une question, mais je rebondissais. Et après, je laisse, j'en ai pour vraiment même pas une minute. Petit tips pour les personnes qui veulent qui veulent créer leur activité en France. Il y a un truc très bien fait qui s'appelle Tada Agency sur Instagram, qui explique toutes les démarches aussi pour créer son activité en France avec le BNC, etc. Qui explique aussi, ils ont des documents hyper bien faits aussi pour essayer de suivre le truc et de s'en sortir, quoi. Voilà. Et du coup, je sais pas qui veut la question. Non, oui, juste derrière, pardon. C'était pas une question, mais oui. Juste une précision. Peut-être juste te présenter aussi. Donc Emmanuelle Lamandé de l'AFDAS, donc des Hauts-de-France, donc pour la France. On parlait des droits retraite, santé, mais quand vous êtes déclaré artiste-auteur en France, vous cotisez également pour les droits formation. Et donc l'AFDAS est l'organisme qui vous accompagne pour poursuivre votre montée en compétences tout au long de votre carrière. Et donc, je serai sur le forum si vous souhaitez avoir des infos, mais c'est bien d'identifier juste le terme AFDAS pour la suite de votre carrière. Voilà, merci. Oui, merci. Effectivement, il y a des cotisations formation professionnelle qui sont intégrées dans les cotisations qui sont versées à l'URSSAF et qui financent l'AFDAS, qui peut donc financer des actions de formation que vous voulez faire. Et c'est souvent, je pense qu'il y a un sous-recours à cette possibilité. Donc, pas hésiter. Il y a de l'argent à l'AFDAS pour financer vos formations. Sous conditions de revenus artistiques déjà déclarées, mais oui, il y a des droits très importants. Vous avez droit aussi, vous avez un compte personnel de formation aussi qui peut être alimenté par vos cotisations. Et un point dont on n'a pas parlé, il y a, et ça c'est distinct de l'URSSAF, donc c'est parfois une mauvaise surprise, il y a des cotisations à payer aussi à un organisme qui s'appelle l'IRSEC. C'est une retraite dite complémentaire. Donc c'est un complément de retraite, mais c'est pas une retraite optionnelle. Quand on dit c'est retraite complémentaire, c'est quand même obligatoire en fait. Donc il faut la payer aussi. Et qu'en fait, quand on franchit un certain seuil de revenus, alors c'est un peu plus de 10 000 € de revenus annuels, on bascule dans le régime où on doit obligatoirement aussi cotiser pour la retraite complémentaire. Et donc ça, c'est aussi à anticiper parce que quand il y a au moment de cette bascule, comme les taux de cotisation sont entre 4 et 8% du revenu, si on ne l'a pas prévu, ça peut être aussi un moment un peu difficile qu'il faut payer sa cotisation IRSEC. Mais c'est intéressant d'avoir un régime de retraite complémentaire. Voilà, je vous propose qu'on clôture cette table ronde. Je sais qu'il doit y encore avoir beaucoup de questions, mais on a encore... D'accord, oui.
Rapidement, mais ensuite on va clôturer cette table ronde de manière à pouvoir faire une petite pause et enchaîner avec la table ronde numéro 2. Donc une dernière prise de parole ici. Vous m'entendez? Oui, très bien. Juste rapidement, on a cité plein de centres de ressources. Je cite celui pour la France du Centre national des arts plastiques, où vous avez aussi un ensemble de ressources en propre, d'éléments un peu mode d'emploi et d'éléments sur les interlocuteurs, sur l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser sur votre activité professionnelle. Voilà. Voilà, et au forum. Et je suis au voilà. forum. Il y a une présence du CNAP. Donc de toute façon, c'est ce que j'allais dire. Si vous avez encore des interrogations, des questions, cet après-midi, il y aura donc le forum avec les différentes structures présentes et les infos flash. Je vous propose qu'on fasse vraiment 10 minutes de pause. On essaye de tenir le timing pour pouvoir enchaîner avec la table ronde numéro 2 qui a lieu ici même. Et je remercie effectivement nos intervenants, intervenantes.